Bien, bonjour. Donc, je suis Jean-Michel Courty. Je suis Édouard Kerlik. Et donc, on est tous les deux profs de physique à l'université Pierre et Marie Curie. Et il y a à peu près, 7-8 ans, on a fait l'acquisition d'une caméra de thermographie infrarouge pour l'enseignement. Excusez-moi, là, il y a les lumières. Je vois rien du tout, donc il faut que je m'habitue à parler dans le vide. Et puis ça va venir petit à petit. Donc on a fait l'acquisition d'une caméra de thermographie infrarouge pour proposer aux étudiants dans les travaux pratiques et puis faire des démonstrations en cours. Cette caméra, on l'a utilisée régulièrement dans des conférences de vulgarisation sur divers sujets. Et puis en fait, on a trouvé que c'était un sujet qui était tellement riche, on pouvait faire tellement de physique différente avec cette caméra que on a décidé de vous proposer une conférence aujourd'hui où cet outil en fait va être au centre de notre exposé. Voilà, rappelons peut-être que nous sommes ni l'un ni l'autre spécialistes de l'infrarouge, que nous ne sommes pas des spécialistes de l'instrument, et en plus on est théoriciens. Donc vous voyez les risques que vous prenez en assistant à une conférence expérimentale aujourd'hui. Eh bien on y va. Alors on y va. Donc cette caméra, commençons tout de suite par la tester. La voilà. Alors voilà. Ceux qui pensaient être tranquilles au fond, dans le noir, eh bien non. Eh oui. Comme on nous avait dit à l'ESPCI, il n'y a que des lumières. Et... Ça fait 10 ans que j'entends cette blague. Hein. Pensez à moi. Voilà, donc vous voyez, cette caméra de thermographie, en fait, c'est une caméra qui permet de voir la lumière infrarouge que vous émettez et non pas la lumière que vous renvoyez. Alors juste un petit commentaire sur qu'est-ce qui est indiqué sur cet écran. Vous voyez une échelle de température sur la droite. Donc typiquement entre 18 degrés et 45 degrés, je ne sais pas qui est brûlant à ce point dans la salle. On a choisi, pour des raisons techniques, de vous présenter donc ces températures en noir et blanc plutôt, alors que souvent c'est vrai qu'on voit des échelles de couleurs. Et vous voyez qu'on a aussi un spot, une petite croix, un viseur, qui nous permet de déterminer avec précision la température en un point. Donc, sans surprise, si on pointe la peau, on trouve une température qui est très proche des 37 degrés attendus. Hein. Et puis qu'est-ce qu'on peut voir d'autre de tout à fait étonnant? Alors, c'est pas étonnant, mais le siège, il est à 24 degrés. Voilà. Et l'autre siège aussi. Et alors là, le sol, ouais, plutôt 21, etc. Bon, voilà, ça nous donne aussi la température ambiante. Hein. Mais on va peut-être revenir à qu'est-ce qu'on est en train de regarder et que mesure effectivement la caméra infrarouge. Alors pour cela, on peut considérer des objets un tout petit peu plus chauds que vous, que sont de l'acier qui sort d'une fonderie. Hein. Donc là, on voit des billes d'acier qui sortent du haut fourneau et qui sont en train de glisser le long d'un rail. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que au tout début, l'acier apparaît jaune. Et au fur et à mesure qu'il dévale le rail et qu'on attend, en gros, qu'il se refroidit, eh bien, il prend des teintes de plus en plus orangées, voire rouges, et arrive un moment même où on distingue à peine la bille d'acier du fond. Donc on pourrait se demander, cette lumière, de quoi est-elle caractéristique? Comme vous le savez, l'acier n'est absolument pas à température ambiante, n'a pas cet aspect-là. Il a l'aspect... comme d'une barre de métal comme celle que vous voyez ici. Et puis, si on continue, on s'aperçoit que ces couleurs-là, on retrouve les mêmes pour des matériaux qui n'ont rien à voir. Ici, par exemple, du verre, travaillé par un maître verrier. Même chose. Il va pouvoir, façonner son verre. Là, il a absolument besoin de connaître la température pour savoir quand est-ce qu'on peut l'étirer, quand est-ce qu'on peut effectivement le déformer, sans risque, sans le casser. Il se sert uniquement de ses yeux, car la couleur, elle, le signe, traduit la température du verre. On a parlé de l'acier, du verre. Vous pouvez aussi penser à ce qui se passe dans des fours, avec des briques réfractaires, même un simple four à pizza. Vous allez réaliser que les parois, finalement, on va retrouver les mêmes couleurs. Et elles traduisent quoi? Elles traduisent la température de l'objet que vous êtes en train de regarder.
Donc en fait, ce que l'on voit, et puis avec quand on a les braises d'un feu, c'est que plus un corps est chaud, plus il émet de lumière. Donc on a une question de puissance totale émise. Et par ailleurs, plus un corps est chaud, plus il va émettre... en fonction de la température, les couleurs émises vont être différentes. Alors, le truc, c'est que quand on refroidit, eh ben ça marche pour les corps très chauds, mais quand on refroidit les braises, à un moment donné, on sent avec la main que c'est encore chaud. Pourtant, le charbon est noir, et le rayonnement qui va être émis, c'est un rayonnement infrarouge. Donc, on va regarder rapidement, il n'y aura pas beaucoup de courbes, mais il y en a encore besoin. Ici, vous avez, en fonction de la longueur d'onde, la puissance émise. Ici, j'ai la lumière visible. Ben, vous voyez que quand on est 6000 degrés, on a de la lumière visible de manière relativement importante. 2000 degrés, ça continue à émettre dans le visible. Là, vous avez, c'est en watts par centimètre carré par micron. Bon, donc ça veut dire que là, vous avez 1 watt par centimètre carré là, pour des émissions à 2000 degrés, ça va encore. Et puis en fait, eh ben, vous voyez que dès qu'on descend à 500 degrés, ça y est, le visible, ça s'effondre. Plus du tout d'émissions dans le visible. Et en fait, si on veut observer des choses, j'allais dire, autour des températures ambiantes, 0 degré, ben on s'aperçoit que pour qu'il y ait encore de l'émission conséquente, il faut aller regarder dans de l'infrarouge, et pas l'infrarouge des télécommandes, qui est très proche du visible, mais ce qu'on appelle l'infrarouge lointain. Vous voyez ici un infrarouge avec des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de 10 micromètres. Alors, cet infrarouge, pourquoi ces longueurs d'onde? Parce que là, dernière courbe, transmission de l'air, en fait, l'air absorbe le rayonnement. Il est transparent pour le visible, mais vous voyez que là, on va avoir beaucoup d'absorption pour ces longueurs d'onde-là, et on a une plage énorme entre 8 et 14 micromètres dans lequel l'air n'absorbe pas. C'est une fenêtre, la fenêtre de l'infrarouge qu'on va utiliser pour ces mesures de thermographie. Alors maintenant, on se pose la question de comment détecter ce rayonnement. Et pour ça, on va voir notre ami le crotal. Alors le crotal, il a la réputation de très mal voir. Le crotal, il est quasiment aveugle. Pourtant, c'est un redoutable prédateur, notamment lorsque l'on a une petite souris. Alors comment se débrouille-t-il pour notamment chasser dans l'obscurité? En fait, il a ce qu'on appelle des fossettes, j'ai oublié le nom, L'Oréal. Voilà, ces cavités-là, c'est absolument pas son nez. Hein. C'est un instrument très très particulier qui est décrit un tout petit peu mieux dans ce qui figure là en haut à droite. En fait, dans les fossettes L'Oréal, vous avez une paroi très très fine. Et cette paroi-là recueille le rayonnement infrarouge de l'environnement. Du coup, quand vous avez une souris qui se balade dans le désert la nuit, la souris, c'est un animal à corps chaud, vers 35 degrés, et puis le fond, tout le fond environnant, lui, est à température ambiante, ça peut être 20 degrés ou autre. Mais toujours est-il, elle n'a pas la même température. Conclusion, lorsque le crotal balaye l'espace avec sa tête, donc avec ses fossettes L'Oréal, il peut remarquer qu'il y a des zones où la puissance lumineuse émise est plus élevée que le fond environnant. Il en déduit que sur ces zones-là, il y a probablement un animal à champ chaud qui est en train de se balader. Alors il va sortir sa langue qui lui sert pour l'odorat, récupérer, voir que c'est une souris, et dans le noir absolu, clac, et il la bouffe. Et voilà. Bon, mais des fois la souris elle se sauve, hein. Je vois qu'il y a des enfants, voilà, c'est juste un peu de temps en temps qu'ils les mangent. Hein. Bien. Donc, ils ne les mangent pas vraiment d'ailleurs. Non, voilà. Alors simplement, comment ça se passe sur cette paroi fine? En fait, il va détecter l'élévation de la température de la paroi, et ce qui inspire l'instrument qui est au cœur de notre caméra, qui est le bolomètre. Voilà. Alors juste une petite remarque, hein, vous voyez que cette cavité, ça joue un peu le rôle d'une chambre noire, hein, avec un orifice à l'intérieur, et la paroi, elle est légèrement séparée du fond. Donc en fait, elle est isolée thermiquement parce qu'elle n'est pas en contact ici avec le corps du crotal. Eh bien, c'est le principe de ces bolomètres. Alors vous voyez ici,
en détail ce qui se passe. Donc ça a été rendu possible par les techniques de lithographie et fabrication sur le silicium, les techniques modernes. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un substrat de silicium et puis vous allez déposer progressivement des couches de matériaux divers, ici du silicium amorphe en général. Et puis à la fin, quand vous allez tout avoir empilé, vous allez faire une attaque chimique et vous allez pouvoir enlever une partie de la matière, de manière ici à avoir une petite plaquette, ici, de 0,5 microns d'épaisseur, qui est à une distance de 2,5 microns du substrat. Sur ce substrat, c'est là que vous avez un transistor CMOS qui va servir à la détection. Juste, oui, une remarque, là, c'est un pixel que l'on est en train de regarder. Hein. Ça, c'est un pixel. Donc, ce qui se passe, c'est que quand le rayonnement infrarouge arrive sur la plaquette, il va l'échauffer, et en mesurant électriquement la résistance de cette plaquette, vous en déduisez l'élévation de température et donc la quantité de rayonnement qui arrive. Alors, petite remarque, vous voyez que cette plaquette elle est à une distance de 2,5 micromètres du substrat. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Je suis censé rien faire, voilà. Ouais. Voilà. Et donc, imaginez qu'il y ait du rayonnement qui arrive. Je fais rien. Voilà. Oui, vous voyez que quand il y a quelque chose qui fait rien, Édouard, oui. C'est-à-dire c'est le substrat, le miroir du CMOS, eh bien il va renvoyer le rayonnement infrarouge. Et ça veut dire que vous allez avoir une onde stationnaire qui va se former avec des nœuds, les endroits où ça ne bouge pas, c'est-à-dire où il y a des minimums de rayonnement, et des ventres qui sont les endroits où ça marche un maximum. Ce que vous regardez, c'est que si vous avez la longueur d'onde du rayonnement ici, non, alors tu ne peux pas tout faire. Ça ne peut pas tout faire. Bon, soyons plus simples. Donc on a la longueur d'onde du rayonnement, c'est 2 ventres. Et bien vous avez le premier maximum qui est à la longueur d'onde divisée par 4, lambda sur 4. Eh bien la longueur d'onde du rayonnement qu'on cherche à détecter avec la caméra, c'est du rayonnement à 10 micromètres. Eh bien donc vous avez la plaquette qui est passée au premier ventre à 2,5 micromètres de distance du CMOS, ce qui permet de récupérer en fait le rayonnement qui ne s'était pas absorbé et qui repart. Vous avez des interférences constructives et donc vous augmentez l'absorption. Alors, autre point qui est délicat, donc vous pouvez, avec ça, vous faites des matrices avec des pixels dont les tailles ici sont typiquement de 25 microns, ça diminue un petit peu avec la technologie. Là, vous avez une matrice de pixels vus en microscopie électronique. Une des difficultés ici, c'est que jusqu'à, on va dire, les années 2000, la détection de l'infrarouge s'était faite avec des semi-conducteurs. Et donc, il fallait refroidir ces caméras parce que le bruit thermique interne excitait les électrons, ça faisait un bruit de fond qui était bien plus important que ce qu'on voulait détecter. Ici, c'est non refroidi. Donc, c'est à température ambiante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez votre plaquette, elle va être soumise non seulement au rayonnement qui arrive de l'extérieur, mais aussi au rayonnement qui arrive de l'intérieur de la caméra, au rayonnement qui arrive des composants par en dessous. Et donc, l'effet du rayonnement infrarouge qui arrive, c'est un effet qui est en fait de quelques pourcents, ou même moins, d'une fraction de pourcent de toute la chaleur qui arrive. Et ce que vous arrivez à détecter avec l'électronique, eh ben c'est ces variations de quelques pourcents du rayonnement reçu. Et donc c'est pour ça que vous pouvez détecter avec la caméra des températures qui sont inférieures à la température du pixel. Vous allez le voir, avec une caméra qui a température ambiante, on peut détecter des températures de 0 degré avec une précision de 0,01 degré. Enfin 0,1 degré ou même mieux. Parce que ce qu'on voit, c'est des effets différentiels entre c'est des variations de flux qui arrivent et pas des mesures de flux absolus. Alors le truc, vous allez le voir, c'est qu'en permanence, la caméra, de temps en temps, elle s'arrête et puis elle dit « recalibration ». En fait, le prix à payer pour ça, c'est que régulièrement, il faut tout éteindre. Enfin, il y a un obturateur mécanique et puis on refait un zéro et ça permet pour chaque pixel de remettre le niveau de zéro. Bien, alors, c'en est réglé sur la théorie, et bien maintenant, quelques expériences. Alors, ce que tu peux me montrer. Voilà. Ah, enfin. Donc, voilà. Bon.
Alors, dans notre niveau, alors, vous pouvez constater que sur ma tête, il y a quelque chose d'assez curieux. J'ai des lunettes qui paraissent transparentes dans le visible, mais qu'est-ce qu'il arrive en caméra, avec la caméra infrarouge? On voit du noir. On peut s'interroger sur qu'est-ce qui se passe. Alors, pour ne pas utiliser mes lunettes, je vais utiliser un verre. Alors, attention. La disparition de la main. Donc là, on voit très très nettement que le verre est tout à fait transparent dans le visible, mais il est opaque en infrarouge. On a changé de gamme de longueur d'onde, il n'y a pas de raison qu'on ait exactement les mêmes comportements optiques. Donc ça, c'est important de savoir, pour pouvoir comprendre ce qui se passe quand on observe des images avec cette caméra. En fait, il va falloir acquérir de nouvelles habitudes. Je veux dire, on a effectivement, d'une part, le fait que le rayonnement qu'on voit, c'est le rayonnement qui est émis par les objets. Mais ensuite, eh bien, il y a, voilà, sur le verre, il va se passer des choses où le verre va être opaque. Alors si ce qui est opaque, ce qui est transparent pour le visible, c'est opaque pour le visible, vous imaginez que ce qui est opaque pour le visible, c'est transparent pour l'infrarouge. Eh bien voilà, je prends et je vais réapparaître derrière ce rideau noir. Ben non, voilà. Donc ce tissu est opaque dans le visible et opaque dans l'infrarouge. Bon. Voilà, donc pas de conclusion active. Pas de conclusion active, mais quand même. En revanche, maintenant, nous prenons ce sac en plastique. D'habitude, je fais jouer un petit jeu. Ouais, le petit jeu, là, combien de doigts? Combien de doigts ai-je? Voilà. Donc là, on voit très très nettement. Attends, oui, que je me mette. Là, on est dans le cas de figure où c'est bien opaque dans le visible et transparent dans l'infrarouge. Donc en fait, il n'y a pas de corrélation entre le fait qu'un corps soit opaque ou transparent dans le visible ou dans l'infrarouge. Il faut apprendre pour chacun des corps ce qui se passe. Alors ce fait des corps qui sont... enfin, le fait que d'une part, ce qu'on voit, c'est la lumière qui est émise par les corps, et d'autre part, le fait qu'on puisse avoir de la transparence, c'est utile dans beaucoup d'applications de sécurité. Par exemple, pour les avions, vous avez des caméras de thermographie infrarouge pour faire des atterrissages lorsqu'il y a du brouillard, puisque le brouillard est transparent à l'infrarouge 10 microns. Donc, on peut voir à travers le brouillard. Certaines voitures haut de gamme ont des caméras de thermographie. Quand vous êtes de nuit, eh ben, l'avantage, c'est que si vous avez quelqu'un qui marche sur le bord de la route qui n'est pas éclairé, si vous avez un animal sauvage qui va traverser, eh bien, vous le voyez très nettement par la chaleur qu'il va émettre, alors que sinon, il apparaît sombre. Donc, ça évite les collisions. Et puis, s'il y a du brouillard, eh ben, vous allez aussi bien voir la route et les différents animaux. Alors, on fait le point sur... Alors, petit point, voilà. Donc, là, c'est tourné à Jussieu. Des manips dans notre collection de physique qui illustrent ces propriétés de transparence et d'opacité dans le visible et dans l'infrarouge. Alors on peut aussi, sur ce rayonnement, s'intéresser sur des questions de réflexion. Donc, alors on peut donc si vous voyez ça, pour l'instant, c'est pas vraiment réfléchissant. Enfin, vous êtes censé... voilà, c'est pas un miroir. Vous ne voyez pas mon visage apparaître. Donc là, on voit très distinctement mon visage. Et puis même, là, je suis un petit peu narcissique, mais voilà. Tu arrives à faire ouais, c'est bon. On le voit, oui. Voilà. On devine, en tout cas, vous voyez dans l'infrarouge, dans la salle, alors même que l'état de surface de cette plaque qui était légèrement cuivrée n'est pas suffisant pour que ça soit un bon miroir. Alors pourquoi ? Oui. Parce que quand vous avez... pourquoi cette surface est dépolie ? C'est parce qu'en fait, la surface, elle est rugueuse à l'échelle de la longueur d'onde visible. Et donc, vous avez des rugosités qui sont plus grandes que la fraction de micromètre. En revanche, pour l'infrarouge à 10 microns, eh ben, ces rugosités sont en fait plus petites que la longueur d'onde de 10 microns. Et donc, pour cette surface-là, le rayonnement, on va dire, moyenne la surface et va avoir une surface parfaitement plane.
Donc ça, c'est dans ce sens-là. Après, j'en discutais avec des collègues qui fabriquent des miroirs pour l'ultraviolet ou les rayons X. Alors là, c'est un vrai problème parce que des surfaces qui peuvent apparaître parfaitement planes pour la lumière visible et faire des beaux miroirs pour le visible, eh ben, c'est trop rugueux pour faire des miroirs dans l'ultraviolet ou pour les rayons X. Et là, il va falloir avoir des surfaces qui vont avoir des planéités parfaitement, parfaites. Soit dit en passant, cette manip illustre aussi un autre phénomène, c'est que le métal réfléchit très très bien l'infrarouge et en réalité, il émet assez peu spontanément du rayonnement infrarouge. Donc ça, c'est un bug typique de mesure de température lorsque l'on a des métaux. C'est que les métaux comme celui-ci vont réfléchir finalement la lumière infrarouge ambiante et ce qu'on mesure, c'est plutôt la température de l'image que la température du métal lui-même, ce qu'on appelle l'émissivité, justement, une très 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 faible dans cette catégorie. Et donc ça, vous allez le voir, on a une expérience de thermographie un petit peu plus tard, où justement, il a fallu faire avec ce canular. Alors donc ce rayonnement, donc on voit qu'avec cette caméra, on peut faire, on a vu de l'optique, de l'électromagnétisme, et puis on va faire aussi, donc voilà, réflexion. Alors juste sur la photo, vous voyez, là, c'est alors Edouard qui se réfléchit sur un truc, et puis là, c'est une photo, ça c'est la porte de l'ascenseur devant chez moi, c'est de l'acier brossé, donc vous voyez la photo en visible et la photo en infrarouge. Pareil, l'acier brossé, très rugueux pour la lumière visible et lisse pour l'infrarouge. Alors, hop, voir dans le brouillard, petite image, une scène en lumière visible, du brouillard, une scène en infrarouge, vous voyez le pont, les bateaux, etc. Donc pour la sécurité, c'est vraiment top. Alors maintenant, on va faire un peu de mécanique. Oui, maintenant, là, on s'est concentré sur les aspects optiques de l'infrarouge. Et maintenant, on va essayer d'illustrer un petit peu tous les phénomènes. On sait qu'ils existent, mais qui sont difficilement visualisables par des moyens traditionnels. Par exemple, un grand classique, c'est de se demander, quand je frappe avec un marteau un objet, mais que devient toute l'énergie cinétique de mon marteau? Bah, tu casses l'objet. Oui, mais des fois, il ne se casse pas. Non. Eh bien, illustration, là, tu es... Normalement, à peu près. Alors, je mets le marteau. Attends, je fais la mise au point. Voilà. On voit la tête du marteau. Non. Attends. Voilà. 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 Hop. Attends, je supprime la température. Hop. Voilà. C'est bon? Ouais. Alors, attention. Vous voyez l'impact. C'est pour ça qu'on a pris... Bon, on aurait pu commencer la destruction de l'enfilangevin dès aujourd'hui, mais on s'est dit quand même, on va attendre un tout petit peu. Donc c'est plutôt à faire avec un bout de bois séparé. Donc là, vous voyez, tous les impacts lumineux, les petits points lumineux correspondent à l'élévation très locale de la température provoquée par le choc avec le marteau. Alors là, pour un petit peu anticiper ce qu'on va faire ensuite, cette fois-ci, je prends un marteau, un maillet, mais avec... donc tu refais le point dessus, ouais, c'est bon. avec une tête en plastique. Alors là, on ne voit plus grand-chose, parce que d'abord, l'impact est beaucoup moins ponctuel. Du coup, entre guillemets, on va disperser l'énergie sur une surface plus grande. Mais en revanche, est-ce qu'on le voit ou pas? Oui. Non, c'est un reflet que vous avez vu là. Ah. Ouais, on voit un peu là. Un tout petit peu, ouais, mais c'est pas... Tape avec le coin là. Comment? Avec le coin. Je tape juste avec un coin. Ouais. Ah, voilà. Donc ça a aussi chauffé le marteau. Oui. Bon. Ouais, bon, on arrête la manip là. Donc, on expliquera tout à l'heure pourquoi ça se voit avec le maillet en plastique et que ça se voit en fait beaucoup plus difficilement avec le marteau, avec la tête en métal. Oui. Donc là, on a fait les chocs. On a aussi quand il y a de la dissipation par le frottement, on va aussi avoir un échauffement. Donc, Edouard, c'est encore toi qui t'y colle. Donc, voilà, donc on voit très très clairement la trace sur le sol. Donc je refais.
Évidemment, ça persiste sur le parquet suffisamment longtemps pour que vous puissiez l'observer. Autre manip possible. Ah oui, mais du coup... Mais non, mais tu prends une feuille après. Une feuille, voilà. Donc là, on va faire un... En plus, je suis en train de tourner le dos à la caméra. Oui, oui, c'est non, mais absolument voilà. dramatique. Alors, c'est un stylo friction. Tiens, Je vais mettre au sol. Voilà. on va t'écrire, voilà. Je vais écrire quelque chose avec mon stylo friction. Bonjour. Quelle originalité. Bon, peut-être on peut montrer à la caméra Que quoi? bah, on va l'effacer. Ah, est-ce qu'on peut montrer mon bonjour? Voilà. Vous voyez le bonjour? Et vous connaissez le principe du stylo friction. On frotte et ça disparaît. Voilà. Voilà. Donc il n'y a plus que le jour, il n'y a plus le bon. Donc là, une des questions qu'on peut se poser, c'est mais qu'est devenue l'encre? Et comme vous le savez peut-être, en fait, l'encre n'a pas disparu. L'effet essentiel du stylo friction, c'est juste d'élever la température locale. La gomme, elle n'est là. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment j'utilise ça. Ça veut dire en frottant. Tu es en train de perdre le fil. Il a perdu le fil. C'est bon. Voilà. Merci. Je le reprends, tu me refais un point. Voilà. En frottant vigoureusement, on échauffe localement l'encre et il se trouve que cet échauffement décolore l'encre. Chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui parce qu'il nous faudrait un frigo ou je ne sais quoi. Voilà. C'est qu'en refroidissant la feuille, on peut faire réapparaître l'écriture sur la feuille. Donc au congélateur, ça marche bien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas écrire l'échec avec ce type de stylo, parce que même si vous effacez, vous êtes trompé, votre débiteur, qu'a le chèque, il va le remettre au congélateur et il fait réapparaître la somme. Donc à éviter. Alors, avant on va commencer à avoir un petit peu de thermodynamique avec une expérience, donc un classique des expériences. Alors en général... Non, des exercices surtout. Oui, enfin des exercices. Et puis aussi, des fois, on fait faire ça en prenant un élastique et puis en le faisant mettre contre les lèvres parce que sinon... Ouais, voilà. Vas-y, fais-le devant déjà. Comment ouais, ça? allez, hop, j'y vais. Tac, je viens là. Alors, caméra, s'il vous plaît. Hop, voilà. Bon. Attends, je mets au manuel. C'est bon. Trop voilà, hop, c'est bon là? Oui. Alors je viens là. Hop. Donc je vais tirer fortement sur le ballon. Je rebranche. Hein. On va voir ce qui... Hop là. Ah! Donc du coup, tu me diras pour la deuxième étape. Oui. Voilà. J'y vais? Ouais, vas-y. Bon. Voilà. Donc vous avez vu que le centre du ballon s'est échauffé. On va regarder la température. Vous voyez, c'est monté à 29 degrés. Donc là, ça nous permet, quelque chose qui n'est pas évident à faire, d'avoir une estimation de l'élévation de température quand on tire sur un élastique. Sachant qu'en fait, il se passe avec un élastique le contraire de ce qui se passe avec un gaz. Quand on a un gaz, si on détend le gaz, si on tire sur le gaz, ça le refroidit, et si on le comprime, ça chauffe. Pour l'élastique, c'est le contraire. De toute façon, on voit bien que pour tirer, il faut donner, on donne du travail, donc ça chauffe. Alors maintenant, tu vas le lâcher. Je lâche. Ouais. Hop. Et là, vous voyez qu'il s'est refroidi. On est 20 degrés, c'est-à-dire bien moins que la température initiale. Voilà, donc on a une variation de 8 degrés entre le moment où j'étire l'élastique et au moment où je le relâche. Retire un petit coup, là. Je change de ballon ou pas? Oui. Oui. Donc on prend la température de départ. Vous voyez que la température de départ, elle est à 24 degrés. Vas-y. Hop. Là, c'est bon, on le chauffe à 27, 27. 27, 28. On attend. Vous allez me dire, il n'est pas très musclé pour ne pas être capable de tirer sur un ballon, mais bon... Ah, c'est le deuxième quand même. Hein. Ouais.
Bon, là, on est à 26. Ah, calibre, c'est bon. On est à 26, 27. Allez, vas-y, tu peux relâcher. Clac. Et voyons, on est redescendu à 22. Voilà, donc des effets qui sont nets. Donc ça, vous voyez le gros intérêt pour l'enseignement. C'est des trucs qui sont compliqués à faire, il faut que chacun fasse la manip. Là, vous pouvez le montrer et on voit très bien ce qui se passe. Sinon, la plupart du temps, le grand classique, c'est de mettre l'élastique au niveau de ses lèvres parce qu'elles sont extrêmement sensibles à la température et du coup, on est capable de ressentir l'élévation de température ou le refroidissement en tirant sur un élastique. Alors maintenant, on va utiliser, après avoir cette petite partie un peu introductive, on va utiliser cette caméra pour des exemples de thermodynamique pour lequel ça va être un complément de ce qu'on peut voir avec nos yeux, de ce qu'on peut sentir. Et donc, pour commencer, on va demander au public, donc voici un morceau de métal, un morceau de bois. Et je vais te demander de prendre ces deux morceaux et de me dire s'il y en a un qui est plus chaud que l'autre. Le bois plus chaud? Bon, on peut tester. Ouais, comme d'habitude. Voilà, c'est bon, vous voulez croire. Expérience. Ah bah voilà, bon Étienne. Hein. Voilà. Bien. Ah, c'est terrible, hein. Bon. Et pourtant, ces deux morceaux sont là depuis le début de la soirée, et normalement, ils ont eu le temps de se mettre à température. Alors vous allez dire, c'est pas compliqué, on va mesurer la température avec la caméra de thermographie. Certes, le truc, c'est comme on vous a dit, avec mais ça va, le métal, ça réfléchit le rayonnement, et donc on ne peut pas mesurer sa température avec la caméra. Et donc c'est pour ça que nous avons ici deux plaques, l'une en métal, l'autre en bois, donc on peut les faire toucher. Oui, juste voilà. En test. Hein. Juste pour vérifier. Étienne, est-ce que tu peux... Hein, d'accord, il y en a une chaude et une froide. La chaude, je la mets en face du bois. La froide, en face du métal. Et nous allons, donc là d'abord l'expérience, on va plaquer sur chacune de ces deux plaques. Tu peux quand même les regarder à la caméra infrarouge. Ah si. Il faut notre témoin. Mais oui. On prétend qu'ils sont tous à la même température. Est-ce que c'est vrai? Donc on va basculer sur la caméra infrarouge, s'il vous plaît. Alors évidemment, il y a très peu de contraste parce que tous ces objets sont quasiment à la même température et vous voyez que ça devient un fond qui est pratiquement... Il faut que je mette probablement... Voilà, etc. Mais sinon, vous voyez, 24 degrés pour une plaque, 23,6... 24, celle-là, elle est légèrement, celle de droite est légèrement un petit peu plus chaude. Le truc, c'est qu'avec les projecteurs et tout, ça, voilà. Et vous voyez, par contre, celle qui est lumineuse, là, celle qui est métallique, on voit les reflets. Donc, on a ces deux plaques qui sont à la même température, même truc que température ambiante. Néanmoins, on a l'impression que le métal, entre guillemets, est plus froid que le bois. Voilà. Donc, maintenant, si on peut revenir à la vue. J'y vais, là? Vas-y, allez. Donc on va déposer deux petits glaçons. Tiens, on fait en même temps. Un glaçon sur la plaque froide qui est le métal et un autre glaçon sur la plaque chaude qui est le bois. Voilà. Et on vous laisse... T'as été trop gourmand. Hein. Enfin, c'est pas grave. Alors... On a mis un tout petit élastique. Regarde... Là, vous pouvez revenir au zoom. Voilà, on commence à voir des choses qui se passent. Ah oui, il est en train de partir. Bon, si vous êtes bon avec nous, vous conviendrez que le glaçon sur la plaque métallique est en train de rétrécir presque à vue d'œil. Presque à vue d'œil. Tandis que sur la plaque de bois, il ne se passe rigoureusement rien. Là, j'ai été gourmand. Hein. Oui, tu as été trop gourmand. C'est le... Non, mais on voit bien qu'il y a plein d'eau quand même. Hein. Non, mais... si, ça y est, c'est bon là. Allez, on y croit. Allez. Donc, conclusion, le glaçon fond plus vite sur la plaque froide que sur la plaque chaude. Bon, c'est évidemment affreux. Je vois que certains professeurs sont à la limite de l'apoplexie.
Parce que justement, on a vu au départ qu'ils avaient rigoureusement la même température. Et là, ce que l'on est en train de discuter, c'est des problèmes de conduction thermique. Cela veut dire que, on va l'illustrer, que le bois est un très mauvais conducteur thermique, tandis que le métal est un très bon conducteur thermique. Ouais, là, ça commence à se voir. Là, on le voit, mais culpabilise pas, ça se voit très bien. Pourquoi ? Parce que le glaçon, on doit, entre guillemets, dissiper, enfin, il faut mettre quelque part la chaleur latente du changement, du changement d'état entre la glace et le liquide. Et le problème, c'est que si ça conduit très très mal thermiquement, il n'y a pas moyen d'évacuer cette chaleur latente rapidement. Ou plutôt, là, on le réchauffe, donc de pomper l'énergie nécessaire à la fonte du glaçon. Sur le bois, on ne trouve pas cette énergie-là. Le transfert thermique est trop lent pour avoir un effet donc, qui est visible. Vous voyez, ça fait 3 minutes qu'on joue avec ça. On ne voit toujours rien du côté de la plaque, de la plaque en bois. En revanche, le métal, le transfert thermique est suffisamment, entre guillemets, rapide pour que le glaçon puisse pomper l'énergie qu'il a besoin pour fondre dans son environnement immédiat. Et là, l'environnement immédiat, qu'est-ce que c'est ? C'est la plaque de métal. Hey. Allez, on a réussi. Allez, on dit... Non, mais c'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'on vous a dit qu'on avait une caméra de thermographie. Et cette caméra va nous permettre vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Donc, commençons... Tu veux pas que je les... on peut déjà regarder comme ça. Oui. Vous voyez, commençons à regarder ce qui se passe sur la plaque où il y avait le glaçon. On voit pas grand-chose. Hein. Alors, si on voit le glaçon, oui, on voit pas grand-chose. Bon, mets ta main à côté pour faire la mise au point. Ouais, voilà. Et si tu enlèves le glaçon... J'enlève le glaçon. Ah, mettez en CGT au manuel. Hein. Voilà. Plaque. Donc si là, on enlève... on a fait le choix d'avoir une échelle de température qui est donc qui s'adapte automatiquement. Donc qui va pouvoir, lorsqu'on est sur une zone où il y a peu d'écart de température, elle va augmenter entre guillemets un peu arbitrairement le contraste pour que ça soit extrêmement visible, ce que l'on voit un petit peu ici. Donc ce que vous voyez, c'est que la plaque, elle est restée à la température ambiante tout le tour de la plaque, et vous avez que la zone où il y avait le glaçon, et puis il y avait un tout petit peu d'eau, et quand j'ai essuyé, j'ai étendu, voilà. Et donc vous avez le milieu qui a un petit peu refroidi. Donc en fait, quand vous posez le glaçon sur cette plaque-là, le glaçon va refroidir la surface va être à 0 degré, le glaçon s'arrête de fondre, et puis très lentement la chaleur diffuse. En revanche, vous voyez que sur cette plaque-là, ça y est, le glaçon a totalement fondu. Là, vous voyez, on reste un peu le maçon, et hop, on va absorber toute l'eau. Voilà, on peut le faire. Et il y en avait. On peut le faire rapidement. Enlever l'eau, c'est juste pour éviter... Et vous voyez que maintenant, cette plaque, elle est à une température de 10 degrés. Totalement homogène. Dans la masse, voilà. Sur le bout de bois, on a refroidi localement. Dans le morceau de métal, on a refroidi donc de 13 degrés dans la masse. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'à la fin, vous fondiez sur un truc qui était à 13 degrés, alors que l'autre qui était encore à 20 degrés, ça ne fondait pas. Voilà. Je veux dire, celle qui semblait froide, elle est encore plus froide. Ouais, donc ça, c'est le principe des plaques de décongélation. Si vous voulez décongeler du roast beef, du poisson, etc., vous pouvez acheter des plaques de décongélation. En fait, c'est des plaques qui sont... Alors, si vous voulez faire l'expérience à la maison avec un petit glaçon, vous faites dans une poêle. D'accord, vous mettez votre glaçon dans la poêle et la conduction thermique de la poêle fait que votre glaçon, ça va fondre. En revanche, pour un roast beef, la poêle, ça ne suffit pas parce que vous n'avez pas assez de matière, pas assez de masse. Là, vous voyez que la plaque qu'on utilise pour faire cette expérience, c'est quand même une plaque épaisse. D'accord ? Une petite plaque de cuivre standard, ça ne va pas parce que vous refroidissez tout le cuivre et ça ne suffit pas. Donc les plaques de décongélation, c'est des plaques qui font 3 cm d'épaisseur, 25 sur 20, etc. Donc vous avez une bonne quantité de métal. Et à ce moment-là, vous mettez votre roast beef congelé dessus. Et puis par le même principe, ça va vous le décongeler rapidement. Alors on peut aussi démontrer ce phénomène de conduction thermique par cette autre expérience. Donc voici un bloc. Donc, je vais mettre ma main pour essayer d'imprimer. Voilà, donc d'abord, ça y est, hop, ok, tu avais les doigts froids.
C'est vrai? Vous Bah ouais, vu que tu as touché le glaçon. Eh bah oui. voyez, il faut éviter de toucher le froid, éviter d'être humide parce que ça se voit tout de suite. C'est bon là? C'est bon. Allez, est-ce qu'on Allez, voit hop. l'empreinte de ma main? Ouais. Hop. Alors? Allez, bah c'est bon, il y a encore l'empreinte. Voilà. Normalement, ça doit se dégrader. Moi, je vois rien, mais Ouais, petit à petit, mais on voit quand même la main. Hein. voilà. Évidemment, Voilà. le temps, les 30 secondes où j'ai laissé ma main, j'ai pu réchauffer une partie du bloc et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la zone de contact, Voilà, bah c'est bon. Hein. c'est bon. Non, mais il y en a encore, hein, mais bon, on peut arrêter, hein. Je vais sauter des Non pages. mais ok, là. on a autre chose à faire. Bien, donc ce qui montre que effectivement ce phénomène de conduction de la chaleur, c'est vraiment un phénomène qui va dans le volume et qui n'est pas uniquement en surface. Bien, alors continuons sur ces trucs et puis regardons un peu le monde autour de nous et regardons ces deux serviettes. Donc vous voyez ici, Donc, je vais les prendre. bah voilà, prends-les. Sauf que, voilà, comme d'habitude. Mais ça fait rien, allez. Voilà, donc deux serviettes, a priori identiques, enfin pour vous identiques. Si on les regarde, vous avez une serviette qui est à une température de 24 degrés et l'autre serviette qui a une température de 19 degrés. Eh ouais. Comment se fait-il qu'on a une serviette qui a 19 degrés? Alors, en fait, c'est sur la notice. Vous pouvez acheter les serviettes. En fait, quand vous voyez chez le marchand, il y a serviette à 20 degrés, serviette à 22 degrés. Serviette... Non mais, t'as tort, parce que les fake news, là, sont en train de se diffuser, quoi. Maintenant, les gens vont aller chez leur marchand en demandant, vous n'aurez pas une serviette à 20 degrés? Bon, d'accord. Alors, vous pouvez fabriquer une serviette à 19 degrés. Il suffit de la mouiller, en fait. Voilà. Voilà. Donc, en fait, vous mouillez votre serviette et l'évaporation fait que eh ben, la chaleur latente d'évaporation va être pompée de la serviette, ça refroidit. Ici, on a une atmosphère qui est suffisamment Sèche. sèche pour que ça évapore. Soit dit en passant, juste un point. Tout à l'heure, on a mis en évidence la différence entre la température et le transfert thermique. Mais, quelque part, on avait bien la même température et c'était la sensation de froid venait du transfert thermique entre notre main et nos métaux. Là, ce que l'on est en train de voir, c'est que quelque lorsque chose qui l'on est a mouillé. froid, entre guillemets, quand on est mouillé, C'est vraiment plus froid. c'est qu'il fait vraiment plus froid. C'est pas juste un problème de sensation. Alors, est-ce que quelque chose qui est mouillé, c'est froid? Alors, contre-exemple, voici une serviette mouillée, mais qui n'est pas froide, qui est à température ambiante. Donc voilà, celle-ci, alors on pourra le révéler tout à l'heure, Voilà, elle est mouillée dans ce sac Ziploc. 23 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, elle est dans le sac. Ça veut dire que quand on a mis dans le sac, l'eau a commencé à s'évaporer. Puis, à un certain moment donné, on est arrivé à 100% d'humidité dans le sac. Saturation. À ce moment-là, l'évaporation s'arrête. Et donc, puisque l'évaporation s'arrête, il n'y a plus de refroidissement. Et donc, on va avoir la serviette qui peut venir à température ambiante. Alors maintenant, tu sens la serviette? Là, celle-là? Bah ouais, Oui. non? Oui, on y va. Donc, serviette, 24 degrés. Donc je vais l'ouvrir, je vais ouvrir le Ziploc, voilà. Je la sors. Alors, bah, elle se descend mais lentement, hein. Bon, allez. Bon, je vais faire le vent. La sensation de vent que l'on a, de froid qu'on a lorsqu'il y a du vent près de la plage. Eh ben, alors je suis désolé pour les personnes qui sont prêtes. Et ben voilà, 18 degrés. Voilà, on est passé de 24 degrés à 18 degrés, moins 8 degrés. Et alors après, vous voyez que... Ah, t'as perdu ton micro, là. J'ai perdu mon micro. Oui, c'est Et assez donc, physique. vous voyez que ici, le bout
qui était à l'air, où on avait vraiment l'air qui pouvait passer, l'air rapide, ça refroidit à 18 degrés. Par contre, près de l'endroit où Édouard tenait, où c'était beaucoup plus compact, il y avait beaucoup moins de surface, eh bien ça a moins refroidi, on n'est qu'à 20 degrés. Même le vent. Hein. Oui, bah le vent, allez, hop. Donc je continue Allez, voir. continue là. Allez. Eh, 17, 17,6, 17,5, 17,3. Donc rappelons Voilà. qu'au départ, hein, la température de la pièce est environ 23 degrés. On est à 17 degrés. Donc vous voyez que l'évaporation sur ce torchon-là provoque une baisse de température de 6 degrés. Ce qui est un effet voilà, qui est considérable. Et donc que l'on peut utiliser pour diverses choses. Alors on peut l'utiliser, si on regarde ici, tac, plaqué glaçon, tac, paf, le cahier, torchon humide, l'évaporation a un coût énergétique dans un sac. Et ben voilà, c'est le principe de la gourde basque, de l'amphore. En fait, vous placez une boisson à l'intérieur de ces récipients dont la surface est poreuse. Cela signifie donc que quand vous mettez dans une jarre, donc c'est une jarre qui est en faïence non émaillée. Hein, le grès, c'est quelque chose qui est vitrifié, donc ça ne va pas, donc il faut que ce soit de la faïence non émaillée. C'est un matériau poreux, donc votre liquide, il y en a une partie qui va aller vers l'extérieur. Et donc vous allez avoir d'un côté le contact thermique avec l'extérieur qui va avoir tendance à réchauffer, mais en même temps, sur la même surface, une évaporation sur toute la surface qui va refroidir. Et donc vous pouvez, quand c'est l'été, qui fait un peu sec, avoir une température du liquide dans votre gourde ou dans votre amphore qui est de l'ordre de 10 degrés jusqu'à 12 degrés inférieure à la température ambiante. Donc ça vous fait vraiment un frigo naturel. Alors il y a un prix à payer, c'est que vous perdez un peu de boisson. Donc il ne faut pas trop attendre non plus. Je veux dire, une fois que le vin est froid, il faut le boire. Voilà. On peut peut-être revenir sur l'explication là. Oui, allez, vas-y. Oui, un mot pour pourquoi l'évaporation provoque un tel refroidissement. Donc d'abord, à l'échelle microscopique, la température, c'est une mesure directe de l'agitation thermique des molécules et des atomes. Ils s'agitent dans tous les sens, et plus la vitesse d'agitation est élevée, plus la température est élevée. Alors imaginons, tu as le pointeur s'il te plaît ? Oui. Voilà. Imaginons qu'on ait un liquide qui est, et au-dessus on a quasiment du vide, ou un air extrêmement sec. Il y a des forces qui assurent la cohésion du liquide, des forces intermoléculaires. Mais les molécules, celles qui peuvent partir, c'est forcément les plus rapides. C'est celles qui peuvent s'extraire quelque part hein, des forces de cohésion qui règnent au sein du liquide et rejoindre la phase gazeuse qui est juste au-dessus. Donc en gros, le degré d'évaporation, la vitesse d'évaporation, c'est avant tout contrôlé par la vitesse du liquide. Mais au fur et à mesure qu'on a des molécules qui sont dans la phase gazeuse, il y en a un certain nombre qui, elles, vont revenir percuter, entre guillemets, le liquide et qui, de temps en temps, peuvent finir, entre guillemets, dans la phase liquide. Elles ne rebondissent pas, quoi. Elles peuvent être, entre guillemets, réabsorbées dans la phase liquide. Et ça, c'est contrôlé par quoi ? C'est plutôt contrôlé par la densité des molécules dans la phase gazeuse, c'est plutôt la pression. Donc, ce qui s'évapore, c'est contrôlé par la température du liquide. Ce qui se condense, c'est contrôlé par la pression de la phase vapeur. Et on comprend bien qu'il y a un flux évaporatif, il y a un flux qui se condense. On peut avoir une égalité des flux. Et ça, c'est justement quand on a la bonne pression, qu'on a la bonne relation entre la pression et la température. Pression, ce qu'on appelle... sachant que c'est la pression juste du gaz qui s'évapore. Oui. Donc on imagine qu'on a enlevé tout le reste. Voilà, et cette pression-là, c'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante. Et par ailleurs, on comprend effectivement, tant qu'on est capable d'évaporer, pourquoi ça va refroidir le liquide, parce que c'est les plus rapides qui partent. Donc celles qui restent, elles sont légèrement moins rapides. Donc si elles sont légèrement moins rapides, ça va correspondre à une mesure de la température un peu plus basse. Bien entendu, il y a le contact thermique avec le récipient, etc. Et donc si on attend suffisamment longtemps, elles vont revenir à la température ambiante. Mais tant que le processus a lieu, et quand vous êtes dans des matériaux qui ne conduisent pas spécialement bien la chaleur,
eh bien, vous êtes capable de voir l'effet. C'est ce qui est le cas notamment des tissus, quoi. Sur les tissus, il y a peu de conduction thermique, et du coup, dès que vous mettez dès que vous mouillez le tissu, quelque chose qu'on pourrait faire ici d'ailleurs. Non, mais on va le voir, je suis sûr, il y a plein de tâches. Voilà, chaque fois, on voit des trucs là. Voilà, c'est mouillé. Voilà. Toute la zone est mouillée et c'est immédiat, hein, on baisse localement la température. Alors, ce phénomène, en fait, c'est le principe du psychromètre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du psychromètre dans les bateaux météo, les systèmes météo. C'est en fait un dispositif qui est là pour mesurer le taux d'humidité de l'air. Et vous avez un thermomètre sec et un thermomètre qu'on appelle à bulbe humide. En fait, sur la boule du thermomètre, vous mettez un peu de coton humide et vous faites bien l'équilibre avec l'air ambiant. Et vous avez le thermomètre humide qui va être plus froid et qui va être d'autant plus froid que l'air est sec. Donc vous lisez les températures des deux thermomètres et vous allez regarder sur une abaque, vous en déduisez le taux d'humidité de l'air. Alors, on peut faire un frigo, mais on peut aussi faire un moteur avec ce phénomène. Et ce moteur fonctionne depuis le début de la conférence. Vous avez peut-être vu notre ami l'oiseau, voilà, qui passe son temps à boire. Voilà. Donc, on a bien... Alors, regardons juste un cycle. D'origine mécanique. Là, il oscille. Donc, effectivement, on pourrait imaginer que ça va nous servir à entraîner je ne sais quel dispositif mécanique. On s'aperçoit qu'il y a qu'il y a un liquide qui est en train de monter dans l'espèce de tube à essai. Et s'il est très gentil avec nous, il va... Allez, sois gentil. Oui, il y va. Non, c'est bon. Donc regardez, il plonge la tête dans le bec. Du coup, il est réglé pour que le liquide puisse se vider à l'intérieur du tube vertical. Ça le déstabilise. Hein, il revient pratiquement droit. Il se remet à osciller un tout petit peu, hein, jusqu'à replonger la tête dans le bec, etc. Alors on peut se demander, mais d'où vient cette énergie? Justement, ça, c'est un moteur. Eh bien, donc on va passer voilà, en caméra. il suffit de le regarder. Et vous voyez... Vous voyez qu'il a le nez froid. Il a le nez froid. Enfin, le bec froid. Oui. Donc si on regarde un peu plus, si vous regardez, vous voyez qu'avec l'échelle de température, le bec, il est à 18,3. Bah, c'est justement la température qu'on avait pour le tissu à l'air, le tissu humide. Hein. Et donc, vous avez une différence de température entre le bulbe, ici, et l'espace du haut. Et bien, cette différence de température fait que la pression de vapeur du liquide qui est intérieur, qui est un alcool. Non. Bon, alors c'est quoi? C'est du tétrachlorométhane. Voilà. Donc, voilà. Le tétrachlorométhane, quand vous avez une température qui est plus chaude en bas, donc la pression de vapeur de tétrachlorométhane, elle est plus importante en bas qu'en haut. Et donc, cette différence de pression fait monter le liquide et fait basculer l'oiseau. Et donc, ce qui est intéressant avec ce cycle, alors les rendements, ils sont pitoyables. En revanche, vous pouvez récupérer du travail lorsque vous avez des différences de température très faibles. Donc ça, par exemple, pour actionner en Afrique des pompes ou des choses comme ça, un endroit où vous n'avez rien du tout, vous avez le soleil, etc., vous avez des petites différences de température, et bien grâce à ce type de cycle, en utilisant non pas les moteurs habituels, mais ce cycle d'évaporation-condensation, on peut réussir à faire des moteurs qui vont avoir donc un rendement très faible, mais produire des couples importants et faire des pompes ou des choses comme ça. Et obtenir une différence de température avec du soleil, c'est très facile. Hein. Vous noircissez un des côtés, donc ça va absorber le rayonnement solaire, et de l'autre côté, vous mettez une surface qui est réfléchissante. Donc vous mettez juste un film d'aluminium, et là, vous êtes absolument certain de créer l'écart de température. Hein. Vous voyez qu'ici, on a finalement 5 ou 6 degrés pour être dans... En fait, on a un moteur ditherme, hein, un moteur classique ditherme qui est en action. Mais 6 degrés suffisent ici, alors que c'est des centaines de degrés qui sont à l'œuvre dans les moteurs thermiques traditionnels. Alors on va continuer avec les changements de phase, et puis on va passer à un autre dispositif que vous avez peut-être déjà rencontré l'hiver. Il commence à faire froid, et donc ça s'appelle une chaufferette chimique. Et des fois, pour se réchauffer les mains, on a ça. Et puis à l'intérieur, vous avez une petite plaquette. Donc là, si on peut voir avec la caméra un zoom, voilà.
Donc vous voyez ce dispositif. Mais je peux pas jouer avec. Non, c'est moi là. C'est toujours toi qui joues avec. Tu feras l'autre. Attention, je fais clic et vous voyez que vous avez progressivement une température, voilà, vous avez progressivement une solidification du liquide. Alors on va regarder ce qui se passe. Déjà, on peut regarder la température. Hein, on va regarder la température avec la pour caméra. Voir quelle est. Et donc température, bah, vous voyez ici là 52 degrés. Donc on va refaire la manip, mais en infrarouge. Donc, la température de départ, c'est... Donc température de départ, 24 degrés. Et c'est liquide. Maintenant, j'essaie de jouer avec... voilà. Vous voyez le front se répandre. Le front Ah, se zut. Quoi? Rien, voilà. On va refaire une autre parce que là, j'ai tout gâché. C'était pour enlever le spot télé et le spot... Bon, je recommence. Ouais. Donc, je joue avec un petit gimmick dedans. Voilà. Donc, c'est du liquide. Voilà. Maintenant, ça devient solide. On voit que c'est une espèce de front qui avance. Hein. Et puis, par ailleurs... On est maintenant à... Ben ça y est, c'est reparti, 52 Donc, degrés. quand c'est froid, c'est liquide, et quand c'est chaud, c'est solide. Voilà. C'est ce qu'on vient de montrer. Arrête, Édouard. Mais c'est vrai. Non, mais bon. C'est une réalité. Alors oui, mais il faudrait attendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le corps qu'il y a à l'intérieur, c'est de l'acétate de sodium. Et l'acétate de sodium est un corps qui est, a priori, qui a une température de fusion de 54 degrés. C'est-à-dire qu'au-dessus de 54 degrés, il est liquide, et en dessous de 54 degrés, normalement, entre guillemets, thermodynamiquement, il devrait être solide. Pourtant, on peut réussir à refroidir de l'acétate de sodium. C'est ce que j'ai fait, hein, ces petites chaufferettes. Hein, on les a déjà utilisées. Je les ai mises au bain-marie. Voilà, je les ai montées au-dessus de 54 degrés. J'ai attendu que ça fonde. Et après, j'ai laissé refroidir lentement. Eh bien, en laissant refroidir lentement, ça reste liquide. Alors que ça devrait être solide. Alors le truc, c'est que on va provoquer cette solidification à l'aide de la petite languette. Alors comment ça marche? En fait, dans cette petite languette, vous avez des infractuosités minuscules, des petites fentes, dans lesquelles, même lorsque l'on fait fondre, à cause de l'interaction entre le métal, le fait qu'on est dans un milieu confiné, on va avoir quand même du solide à haute température. Quand je fais tout refroidir, le liquide, ah bah ça y est, pof, elle est repartie. Le liquide reste liquide, et quand je fais le clic, ça éjecte des petites aiguilles de solide à l'intérieur du liquide. Ces petites aiguilles jouent le rôle de germe, à partir duquel le solide va pouvoir se construire et croître. Et la raison physique derrière tout ça, c'est comme vous pouvez l'imaginer, dans un liquide, les molécules sont proches les unes des autres, mais dans un empilement désordonné. En gros, un sac où vous mettez des oranges un petit peu au hasard. Et puis, par je ne sais quel miracle de la nature, elles devraient s'ordonner et donner un tas d'oranges parfaitement agencées. C'est pas facile. Du coup, même si, entre guillemets, thermodynamiquement, là, le solide est préféré au liquide, il faut la plupart du temps un germe, un endroit où le liquide va pouvoir commencer à s'organiser, hein, à trouver la bonne disposition et la phase solide apparaître et croître à partir de ce germe. Donc c'est le cas de l'acétate de sodium, c'est aussi le cas de l'eau. L'eau, c'est pas facile finalement à congeler. Elle congèle dans notre réfrigérateur parce que la plupart du temps, il y a des parois, il y a la bouteille qui la contient ou je ne sais quoi d'autre, et c'est à partir des parois qu'elle va pouvoir se solidifier. Mais quand elle est dans l'atmosphère, par exemple, dans une atmosphère très pure, donc sans poussière, il se trouve que l'eau liquide, elle ne gèle pas à 0 degré, elle n'a pas le germe pour s'organiser et croître et donner des cristaux de glace.
Donc du coup, on s'aperçoit qu'on peut baisser à moins 5, moins 10. Dans la très haute atmosphère, on arrive à avoir de l'eau liquide à pratiquement moins 30, et je crois qu'on descend jusqu'à moins 40 degrés. Donc on a de l'eau qui peut rester liquide à des températures inférieures à 0 degré. Elle peut donc tomber sous forme de pluie à des températures négatives. Mais qu'est-ce qui se passe dès qu'elle choque ou elle impacte un corps solide? Eh bien, elle trouve finalement le germe qui lui manquait, le germe qui lui permet de s'organiser et donner de la glace. Et c'est donc le phénomène des pluies verglaçantes qui arrive lorsque l'eau est liquide à des températures inférieures à 0, et il suffit de n'importe quel contact avec des fils électriques, avec le sol, pour que ça gèle de façon instantanée. Et donc, ça donne de ces Alors, phénomènes. c'est pour ça que sur les fils, vous voyez toutes ces aiguilles. C'est-à-dire que s'il y a de la pluie et qu'il fait froid, vous allez avoir la pluie qui tombe sur le fil et puis les gouttes qui vont tomber. Puis petit à petit, une gangue de glace qui va se former autour. Là, vous avez vraiment, chaque fois qu'il y a une goutte qui tombe, instantanément, elle va se coller, s'ajouter. Donc, ce qui fait que ça va faire des fils électriques qui vont être beaucoup plus lourds que si c'était juste de la pluie normale. Bien. Alors, pour terminer, vous voyez qu'il y avait un four micro-ondes qui trônait sur le sujet. Donc, on va utiliser notre caméra pour analyser ce four avec une première expérience où j'ai ici de l'huile de cuisine que je verse dans un premier bécher. Et l'eau? Et de l'eau. Non, mais il y a une bouteille d'eau, comme ça fait la symétrie, là, tu vois. Tac. Et de l'eau. Dans le second, hop, à peu près la même quantité. On va faire... Alors, il faut vérifier avec la caméra, oui, on va mesurer la température, on tourne légèrement. Est-ce que vous le voyez? Non, pas encore. Allez, non, mais je vais tourner. Alors, carrément, ouais, hop. C'est bon, là? Oui. Donc là, voilà, on a l'huile et l'eau. Hop, bon, bah là, vous les voyez là-haut. Et puis là, moi, je vais mettre là et on va regarder les températures. Alors, vous voyez, en fait, carrément, il y a même l'eau qui est plus froide que l'huile. Hein. L'huile, elle est à 23 degrés à gauche et l'eau, elle est à 21 degrés. Voilà. Allez, on ferme. On met à chauffer. T'as déjà oublié. C'est plug and play pratiquement, ce four micro-ondes. Alors le truc, c'est qu'on aimerait bien regarder à l'intérieur du four avec la caméra de thermographie, mais devant c'est du verre, et le verre ne laisse pas passer le rayonnement infrarouge, donc on ne peut pas suivre en direct ce qui se passe. Allez, j'ouvre. En revanche, on ouvre, et on constate ici qu'on a un liquide avec une température de 35 degrés. Mais lequel? C'est l'eau. Ici, 27 degrés, donc ça a un peu chauffé, mais beaucoup moins. Donc vous avez, dans le four micro-ondes, l'eau, donc le four micro-ondes a chauffé l'eau de manière considérable et un petit peu l'huile. Alors bah, ça nous informe sur comment fonctionne le four. Donc je vais mimer une molécule d'eau, c'est toujours moi qui m'y colle. Donc à l'intérieur du four, voilà. Ma tête, c'est l'oxygène, et mes points, ce sont les deux hydrogènes. Moi, je suis le champ électrique. Donc vous avez le champ électrique comme ça. Les hydrogènes, ça les tire vers le haut, l'oxygène vers le bas. Et puis, dans une onde électromagnétique, une micro-onde, et ben, ce champ, il oscille. Donc, il va passer dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre, etc. Voilà, donc c'est le... 1 milliard de fois par seconde. Bon, donc ça, les molécules d'eau, ça les fait tourner dans tous les sens. Elles sont côte à côte. Vous imaginez des valseurs dans une salle de bal, etc. Ça fait des collisions, ça part, ça chauffe. En revanche, les molécules d'huile, eh ben, elles sont amorphes, bien longues, amorphes, pas très polaires, c'est-à-dire pas très sensibles au champ électrique. Le résultat, c'est que bah, quand on fait le champ électrique, alors ça va les agiter un petit peu, mais bon, elles réagissent pas tellement et ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Pas énormément. Bah, ça chauffe un petit peu, mais beaucoup moins. Alors comment choisit-on la fréquence d'oscillation du champ électrique? Donc regardons ce qui se passe à l'intérieur avec une deuxième expérience. J'ai ici un carton, une éponge humide. Je vais le... Oui. Tu vises je vais... Non. Non, attends, il faut regarder avec la caméra toujours avant. Donc,
un carton légèrement humide. Voilà, donc le carton légèrement humide est à l'intérieur du four. Vous voyez, homogène. Alors vous voyez que ce carton, je l'ai placé avec les petits pieds là, au-dessus du plateau tournant. Donc ça veut dire que le carton, lui, ne va pas bouger. Je ferme. Tu fermes. 10 secondes. 10 secondes. C'est bon? C'est bon. Allez. Ah, ça... Putain, qu'est-ce que t'as fait? Non, ah! Ouais. 10 secondes. Tu me dis quand je... Oui, 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 oui. Je vais l'arracher la porte, ça va le calmer. T'es prêt? C'est bon. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Bah voilà. Bah, vous pouvez constater que dans le four, voilà, il y a des endroits où ça chauffe, 42 degrés, des endroits où ça chauffe pas, 23 degrés, voilà. Donc ça, c'est la manière dont ça chauffe à l'intérieur d'un four micro-ondes. Vous voyez, c'est pas tellement homogène. En fait, bah, ce qui se passe, c'est que on va recommencer la manip. C'est pour boucler entre le début de la conf, la fin, tu vois. Là. En faisant quoi? Bah, Ah oui. voilà. Donc là, maintenant, c'est plus du rayonnement à 10 micromètres. Là, c'est la micro-onde. Et bien, la micro-onde dans le four, vous avez... Allez, on va en faire plus. Vous avez une onde stationnaire. Maintenant, quand vous mettez la feuille de carton, si vous avez le carton à l'endroit où il y a un nœud, c'est-à-dire où ça ne bouge pas, ben, ça ne chauffe pas. Si vous avez le carton à un endroit où il y a un ventre, ça chauffe. Donc c'est pour ça que... Alors deux choses. D'une part, ça prouve qu'effectivement, ben, on a du rayonnement micro-ondes. Ça donne un ordre de grandeur de la taille du rayonnement, de la longueur d'onde du rayonnement. Vous voyez la taille typique. En revanche, ce que vous voyez, c'est qu'à l'intérieur du four, on n'a pas ces belles oscillations parfaites. Hein. Ce n'est pas des ondes à une seule dimension. On a un truc dans le plan. Donc, on peut avoir une idée de la nature ondulatoire du rayonnement micro-ondes, une idée de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. En revanche, tout ce qui vous disent qu'on va faire des mesures de la longueur d'onde du rayonnement micro-ondes avec une tablette de chocolat en la faisant fondre, etc., vous voyez que ce n'est pas de la mesure, parce qu'on est loin du modèle à une dimension. Soit dit en passant, il n'y a pas que la tablette de chocolat. On peut aussi étaler du fromage râpé sur une plaque. Alors évidemment, ça devient un peu compliqué à faire en cuisine. Hein. Oui, parce que après... mais c'est possible. Ça veut dire, vous pouvez étaler un tout petit peu de fromage râpé sur un carton, vous le passez au micro-ondes et vous verrez effectivement les zones où il a fondu et les zones où il est pratiquement intact. Donc c'est pour ça que dans un four micro-ondes, vous avez un plateau tournant. Dans les premiers fours micro-ondes, vous aviez un diffuseur, c'est-à-dire quelque chose qui faisait changer la position des maxima et minima. C'était pas top. Donc maintenant, on a un plateau tournant, ce qui fait que si vous avez un aliment qui est sur le bord, et bien quand le plateau tourne, il va passer d'endroits où c'est chaud à des endroits où ça chauffe moins, d'endroits où c'est chaud, ça chauffe moins, etc. Et ça va être homogène. En revanche, juste une remarque, le point qui est au milieu ne bouge pas. Donc si vous voulez faire réchauffer une tasse de café, etc., ne mettez pas votre verre au centre du plateau, mettez-le sur le bord. Hein, voilà. Il m'a fallu, parce que quand on est voilà, il m'a fallu du temps maintenant, mais maintenant quand je fais réchauffer quelque chose, je mets le bol, la tasse sur le bord pour que la température, le chauffage soit homogène. Alors, on n'a pas expliqué qu'est-ce qui permettait le choix, entre guillemets, de la fréquence. Hein. Donc 2,45 GHz, la même qui est utilisée pour le Wi-Fi. D'abord, la raison, elle est historique. C'est-à-dire qu'il fallait utiliser des fréquences qui n'étaient déjà pas utilisées dans le domaine de fréquence. Hein. Il est découpé en plusieurs zones auxquelles on attribue des applications particulières. Déjà, il fallait une plage qui soit libre. Alors, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a mimé, voilà. Plus le champ électrique oscille rapidement, donc plus la fréquence est élevée, plus on a l'impression qu'on va favoriser les rotations des molécules d'eau, et donc plus, entre guillemets, ça va chauffer. Donc on a tendance à favoriser plutôt les hautes fréquences. Alors le truc, c'est que si vous prenez des fréquences basses du style 200 MHz, ces fréquences sont peu absorbées. Ça veut dire que ça ne va pas vraiment chauffer. Bien. Maintenant, si vous prenez des fréquences plus élevées, prenons ici 20 GHz, alors le rayonnement va très bien interagir avec la matière. Il va si bien interagir que il va être absorbé
au bout d'une très petite distance. Prenez par exemple pour le rayonnement infrarouge, quand vous faites du grill, eh bien, quand vous mettez au grill, le rayonnement infrarouge ne pénètre pas à l'intérieur. Et donc, il va vous chauffer et vous carboniser la surface sans chauffer l'intérieur. Et donc, il faut trouver un rayonnement dans lequel la distance typique sur le rayonnement, d'absorption du rayonnement, c'est la taille d'un poulet. Voilà. Donc vous regardez, ben oui, c'est comme ça. Donc vous regardez quelle épaisseur il faut pour absorber le rayonnement électromagnétique, et vous voyez que pour que cette épaisseur ce soit la taille d'un poulet, c'est autour du gigahertz. Vous aviez la fréquence 245 qui était libre, et puis il y a eu un autre fabricant en fait, 800, qui était à 800 MHz. 800 MHz. Mais maintenant, bon, on ne les fait plus, c'est plus qu'à 2,45. Bien. Alors, avant de terminer, il est de coutume de faire une conclusion. On a vu beaucoup de trucs, donc nous, on s'était dit qu'on ne va pas faire une conclusion. On va faire une interro. En fait, on va faire une Voilà. interro. Hein, parce que... Voilà. Interro surprise. On va voir si vous avez bien suivi tout ce qu'on vous a raconté dans cette conférence, en vous proposant une expérience, en vous demandant ce qui va se passer. Soit donc une languette de papier appelée A, d'épaisseur de largeur 2 cm sur 10 cm de haut et extrêmement fine. Soit un bécher rempli d'eau. Donc on peut les regarder thermiquement peut-être. On les regarde thermiquement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez 24 degrés pour la languette, 22 degrés pour l'eau. Voilà. Je vais plonger la languette dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, voilà. Alors, est-ce que vous avez des idées? Non, c'est une vraie question. Hein. Déjà, l'eau, elle est dans le bécher en verre, donc on ne voit pas la température de l'eau. Ouais, mais c'est la température du verre et quelle est la température de l'eau. Mais très bonne remarque, très bonne remarque. Donc, on va vérifier que, voilà, par-dessus, la température est 21 degrés. Si je regarde sur le côté, ça me fait aussi 21 degrés. En fait, c'est thermalisé. Mais très bonne remarque, la température de l'eau, c'est 21 degrés. Bien. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'eau va monter, très bien, l'eau va monter, et donc on va avoir du papier mouillé, il va y avoir, ça va s'évaporer, et donc Non, il ça est refroidit. pervers, il vous induit en erreur. C'est vraiment, il vous fait parler, il vous fait parler. Non, mais j'ai rien dit. J'essaie de les aider. Bon, donc, voilà. Donc, normalement, ça monte, c'est mouillé, ça refroidit. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors, tu fais bien le point. Après, je vais enlever mon doigt, c'est juste... Ouais, c'est bon. T'es sûr que tu veux le... Ouais, c'est bon. Tu veux pas faire une contre-plongée plutôt un petit peu? Allez, légère contre-plongée. Allez, hop. J'y vais. Ouais. Allez, c'est parti. Ça voit? On voit quelque chose ou pas? Ah ouais. Alors, ça refroidit ou ça qu'est-ce qui se passe? Bah, ça chauffe, hein. C'est vrai? Bah oui. C'est la viscosité. Ah 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 ah. Eh ben voilà. Bon, surprise. Donc je dois vous dire que ça nous est arrivé. On s'était dit, tiens, on voulait faire des petites vidéos, de se dire illustration, etc. On va montrer que ça refroidit et tout. Puis on fait ça et paf, on voit cette barre super chaude. Donc on s'est dit, ça y est, on a découvert un nouveau phénomène physique. Bon, c'était pas le cas. Alors en fait, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Donc Étienne nous dit, il y a de la viscosité. Est-ce que tu crois que la viscosité, elle est suffisante pour dissiper autant d'énergie pour chauffer de plusieurs degrés? Sur de la montée capillaire, hein? Alors pourquoi ça monte? Capillarité, mais bon, ça veut bien dire peut-être que énergétiquement c'est favorable à l'eau d'être dans les pores. Tension de surface. Hein. Oui. Donc il faut quand même une force qui puisse, entre guillemets, tirer l'eau et la faire monter. Effectivement, au départ de ça, il y a le fait que l'eau interagit avec les fibres ici de mon papier, ou bien quand on met un sucre, ou bien un matériau poreux, avec les parois des pores. Et il se trouve que c'est un phénomène, en fait, le fait de mettre en contact cette phase près des parois, c'est un phénomène qui est exothermique. Parce qu'entre guillemets, il y a des petits puits de potentiel au voisinage des parois. Et du coup, lorsque vous tombez dans le puits,
eh bien, vous gagnez de la vitesse, hein, de la même façon qu'un objet qui s'approche gravitationnellement d'un autre va être accéléré lorsqu'il passe à son voisinage. Donc on gagne de la vitesse microscopique. Cela veut dire que ça peut avoir une signature macroscopique qui est une élévation de température. Simplement, les quantités sont très faibles, évidemment, puisque cela ne concerne que qu'est-ce qui se passe autour de la surface de ces fibres ou du matériau poreux. Du coup, c'est extrêmement fugitif. C'est-à-dire que dès qu'on passe à un phénomène volumique, on ne verra plus. Donc cela ne concerne que la frontière, hein, l'endroit que le liquide a atteint lorsqu'il grimpe dans le matériau poreux. Alors on peut voir l'effet. Là j'ai testé aujourd'hui, les conditions ici font que ça ne marche pas. Mais en fait, si on place une feuille de papier au-dessus du verre, on va voir qu'à l'endroit au-dessus de l'eau, on va avoir un échauffement. En fait, l'absorption, donc ce qu'on voit ici, c'est la chaleur d'absorption de l'eau par le papier. Voilà. Donc le truc, c'est que selon les conditions, on voit ou on ne voit pas avec la caméra. Donc cette truc de chaleur d'absorption par la vapeur, aujourd'hui, là, ça ne marche pas. En revanche, celle avec l'eau qui monte, le truc très marquant, là, on le voit, on le voyait super bien. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'avec cette caméra de thermographie, on n'est jamais à l'abri de surprises. Et ça permet d'avoir accès à des phénomènes. Je veux dire, si un jour on m'avait dit que je pourrais voir la chaleur d'absorption, bon, j'aurais pas imaginé. Donc vous voyez que en tout cas pour l'enseignement, c'est un outil qui est vraiment exceptionnel. Alors, dernière diapositive, un peu de pub. Voilà. Juste pour vous dire que notre dernier livre de recueil de chroniques dans la revue Pour la Science, donc le 5e, s'appelle En avant la physique. Il est sorti en janvier dernier. Voilà. Et puis, merci. Et puis, si vous avez des questions.